Bonjour, merci à tous d'être venus si nombreux, parce que c'est difficile après un copieux déjeuner. Merci à ceux qui sont aussi sur YouTube. Donc, pour reprendre tranquillement en début d'après-midi, on va faire un peu à la mode scout. Et autour du feu, je vais vous raconter quelques histoires d'Ops, des histoires qui peuvent faire peur. Donc, moi, je suis David, diplômé depuis 2015 de l'INSA de Lyon. J'ai eu l'occasion de faire un projet de fin d'études avec Facebook sur l'application MIT App Inventor. J'ai fait 2 ans de mission pour Altran chez Amadeus et bientôt 3 ans que je suis chez OVH. Avec Horatio et Aurélie, vous commencez à nous connaître. OVH, on est le petit concurrent, le petit Gaulois face aux GAFAM. Quoi de neuf? On est Secnum Cloud depuis décembre 2020 et donc on est réparti en 4 univers qui est vraiment le classique Mutu, Web, VPS, mais également as a service comme DB, S3, AI ou ML. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on est transparent au niveau de la facture, au niveau des échanges réseau par exemple, et il n'y a pas de vendor looking. Donc quand vous avez un projet cloud, au lieu de regarder chez nos voisins, jetez un petit coup d'œil chez nous, voir si on arrive à proposer équivalent. Au niveau de mon équipe, on s'occupe du data lake d'OVH, donc le grand carré au milieu. Donc on s'occupe de répliquer la donnée qui sont sur les DB internes, donc de nos projets, les mettre au centre et de les proposer pour nos clients internes pour faire du calcul de fraude, détection de futurs problèmes sur les machines ou au niveau des capteurs hydrauliques. Donc on s'occupe précisément de l'installation, configuration du data lake, l'industrialisation et l'automatisation de toutes les procédures, ainsi que le Day 1, Day 2 Operation. Donc je suis un Data Ops dans cette équipe. Maintenant que je me suis présenté, à vous, y a-t-il des devs dans la salle? Donc une bonne moitié. Est-ce qu'il y a d'autres qui sont plus Ops? Donc un petit tiers. Ouais, alors les DevOps. D'accord. Et autres, donc coach agile, étudiant, pour savoir si je dois adapter mes histoires. D'accord, bah, je vais essayer de vulgariser un peu des trucs très techniques. Et qui a déjà possédé ça? Un téléphone d'astreinte. Waouh, donc un tiers. Donc il y a un peu plus de DevOps qui build mais qui run pas trop. Ça marche. Voici un peu le programme là pour les 40 prochaines minutes. Donc on va avoir une petite introduction, comment j'ai basé mes talks, donc les petites histoires. Et après on va voir des expériences que j'ai vécues et d'autres. Donc comme on peut le voir avec ce tweet là, c'est un sujet toujours d'actualité, parce que le tweet il date du 15 avril. Et donc on souhaite en tant que Ops connaître un peu d'autres problèmes qu'il y a eu dans d'autres entreprises afin d'enrichir, comme une conférence, cet échange et pouvoir mettre en place des garde-fous afin d'éviter des incidents. Malheureusement, étant pas forcément dans toutes les entreprises, je ne peux pas les dénigrer, je ne vais pas faire un réquisitoire, je vais juste lire le post-mortem et vous transférer ce que j'ai compris, mais après à vous de faire voilà, le pour et le contre. Il y a récemment des compagnons DevOps qui ont organisé, donc tous les 2 mois, il y a une libre antenne où vous pouvez venir partager vos incidents, vos plus grands fails, et donc comme ça raconter. Le but vraiment est de démystifier ces problèmes, c'est vraiment la transparence. Pour mon talk, je me suis basé sur des post-mortem. Qu'est-ce qu'un post-mortem? Quand vous avez un incident ou un ticket client, vous allez donc travailler rapidement sur le workaround ou sur le fixe définitif et donc clore l'incident. Néanmoins, l'équipe engineering va travailler sur l'écriture du post-mortem afin d'au plus vite comprendre ce qui s'est passé, avoir toute l'historique et montrer comme quoi il y a du progrès.
Dans ce post-mortem, on y retrouve l'identification de l'incident, le flux d'informations, la structure au niveau organisation. Donc, est-ce que c'est uniquement celui d'astreinte, son équipe ou d'autres équipes qui sont venues aider, les canaux par lesquels vous avez échangé avec votre client final, l'utilisation des ressources, la mise en place, au niveau des processus, donc le respect des SLO, des SLA, et donc l'écriture dite du rapport. Donc il y a ITIL qui fait un très bon guide à ce niveau-là. Donc hier, il y a eu 2 incidents, Gitpod et Heroku. Actuellement, il n'y a pas encore de post-mortem publié. Néanmoins, comme c'est des incidents qui impactent beaucoup de clients, il va en découler la publication d'un post-mortem. Prenons un exemple très simple. On va parler d'Elliott. Donc cette histoire s'est déroulée à plusieurs reprises dans diverses entreprises. Le début de l'histoire se commence toujours de la même manière par « Il était une fois, tel un conte, un junior fraîchement sorti de l'école d'ingénieur ou de son université. Il avait déjà réalisé plusieurs stages dans des entreprises, il était bien content. Après quelques interviews et la fougue et l'ardeur de la jeunesse, il était impatient de commencer et de mettre en application ce qu'il venait de voir depuis quelques années d'enseignement. Il ou elle, voilà, va rentrer dans sa boîte de son rêve, de ses rêves plutôt. Pour faciliter mon discours, au lieu de dire à chaque fois il ou elle, on va lui donner un nom, on va l'appeler Elliott. Donc, Elliott, il se rend dans les bureaux. Souvenez-vous, à l'époque, pas de gestes barrières, pas de masque, ni de distanciation sociale, et il visite les locaux. Il a une présentation de ses futurs collègues, et il prend un café avec eux. Il reçoit son ordinateur haut de gamme qu'on vient de lui donner, donc un MacBook Air, un MacBook M1, et là, c'est bon. Tout content, il va devoir faire son premier ticket. Jira, Trello, comme vous voulez. Et donc là, il se dit, pourquoi pas utiliser Cloud9, Gitpod ou Codespaces, qui sont des espaces où vous avez votre IDE dans le cloud et pouvoir rapidement travailler sur votre projet. Néanmoins, soit à l'époque ça n'existait pas, soit la politique interne, la charte informatique vous l'empêche. Donc, il reçoit sa documentation et il installe une petite machine virtuelle, il configure des repos et il lance les tests pour valider sa configuration. Donc, il commence tranquillement à programmer dans son coin. D'un coup, il se rend compte que tout le monde s'agite. Il y a beaucoup d'appels dans la boîte, il y a un incident sur la prod. Et donc, les seniors développeurs, ils viennent, ils sont sur le pont, ils vont essayer de trouver la root cause, et lui, tranquillement, il continue à développer son petit ticket. Et comme c'est le site même de l'entreprise, l'entreprise perd des milliers par minute à cause de cet incident. L'un des 3 développeurs a trouvé le problème. Il va en parler au CTO, à la DSI, ou le directeur de la DSI, pour présenter son raisonnement. Ce dernier lui explique que c'est très simple, la DB a été droppée. Donc, il va voir Elliott, il lui dit « Prends tes affaires, tu dégages ». Cette histoire que je viens de vous raconter s'est passée la veille de Noël chez AWS. Il y a eu le même équivalent chez GitLab, excusez-moi, en 2017, et quelques mois après chez Digital Ocean. Donc, le problème qu'il y a eu, là c'est des petits conseils, ce qui s'est passé c'est que Elliott, quand il a eu sa documentation, il avait ce premier chapitre, les credentials de dev, deuxième chapitre, les credentials de prod. Et dans la rapidité, il ne s'est pas rendu compte, il a sélectionné la prod. Donc il faisait son petit développement dans son coin, et il lance les tests. Et les tests commencent à faire les tests end-to-end. Donc il va charger un jeu de tests
Et la première chose que le test fait, c'est drop table, mais insérer les jeux de test. Et bah, il a fait ça sur la prod. Voilà. Donc là, pour ce genre de commande un peu spéciale, par exemple un drop table ou un drop database, on pourrait avoir un mécanisme sur la DB ou sur votre système de sécurité des events qu'on appelle un SIEM. Il pourrait dire bah, attention, là, il y a quand même une opération très critique qui est en train d'être réalisée sur la prod. Donc on pourrait mettre en place une approbation manuelle, voire même interdire tous les comptes de faire ce genre de choses, et seul un robot autorisé donc manuellement à faire ce genre d'action. Donc on peut faire ça avec les RBAC, les Role-Based Access Control. Il y a aussi la problématique de pourquoi les fichiers de prod, les credentials de prod se retrouvent dans un document. Est-ce vraiment pertinent? Il faut plutôt mettre ça dans un vault, dans un locker, dans un KeePass, ce que vous voulez. Et ces entreprises se sont sorties grâce au backup. Donc s'il vous plaît, testez vos procédures de backup et surtout, souvent, rechargez pour voir si votre backup n'est pas corrompu. Donc Elliot s'est fait un peu pincer. Malheureusement, ce cas n'est pas isolé. HBO a envoyé un email à tous ses abonnés par rapport à un test d'intégration. Et donc ils ont dû s'excuser auprès de l'entreprise. La même chose chez nous, on a eu un public postage qui a été beaucoup plus grand que ce qui était prévu. Et donc la même action, on doit communiquer en toute transparence comme quoi il y a eu un souci. Donc ce genre de public postage à tout le monde, peut-être mettre une approbation manuelle. Plus récemment, c'était le coup de Julien. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais toutes les personnes qui avaient l'application à France ont reçu un coucou de Julien. Maintenant, revenons chez OVH et un incident que j'ai vécu. Tranquillement, d'astreinte, un week-end, au bord de la piscine, parce que c'était l'été. Un verre à la main, quand soudain, mon téléphone d'astreinte sonne. Et là, j'ai un petit souci, plutôt un gros souci. J'ai un mot que je lis, ça me glace le sang. On me parle du legacy, qui est notre prod actuelle. Et malheureusement, mon équipe a été créée pour faire la nouvelle infra, mais également maintenir en état opérationnel ce legacy. J'ai juste un inventaire de machines, pas d'autre documentation. Donc je trouve que ce schéma est très réalisable et vraiment illustre bien. Et moi je suis là, le petit Ops, en me disant bah, comment relancer toute cette tour sans la faire effondrer. Donc je trouvais ça de mauvais augure. Voulant faire des baby steps, ce qui se passe, c'est que je prends le service qui ne marche pas, je fais un service restart, il est up, le client est content. Bon, ok, allons manger. Donc je me prends un copieux déjeuner, je fais un plongeon dans la piscine, et là, il ressonne à nouveau. Bon. À ce niveau-là, au niveau ITIL, on dit que l'incident est devenu un problème. Comme il y a une réoccurrence de l'incident par rapport à ITIL, c'est un problème. Donc je commence à creuser un peu plus. Étant sur le legacy, il faut creuser avec sa petite pioche et aller chercher le trésor qui est résoudre ce problème. Néanmoins, il faut faire gaffe à la dette technique, surtout si on ne sait pas où on met les pieds. Donc il faut creuser, trouver le trésor, sans faire des trous dans les nappes phréatiques. Donc je remarque que le problème est causé par une saturation de la poule de connexion, la file d'attente. Donc mon service, il avait dans la configuration 1024 clients acceptés. Donc dès qu'il y avait un client de plus, bah, il se faisait refuser parce qu'il y avait déjà une saturation de la file d'attente. Je contacte les devs, aucune réponse.
Ça fait vraiment le western avec pas de réponse. Pas de changelog, pas de changement que je vois critique. Et étant en week-end, ça va être compliqué. Donc, soit je fais un truc vraiment sale et je me dis c'est du legacy, soit un peu conscient, je vais me dire bon, on va essayer de faire ça un peu mieux. J'ai adopté pour Kiss, dans la salle, qui ne connaît pas Kiss? 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire une petite documentation par rapport à ce problème en me disant, quand je suis off ou quand je suis à Devox, les collègues peuvent résoudre le problème en faisant un petit restart. Mais je trouvais ça un peu dommage de devoir avoir un ticket client pour faire la résolution, un client interne, mais avoir un ticket et donc résoudre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite sonde qui vient checker toutes les 5 minutes si la connectivité du serveur est encore bonne. Et si au bout d'un timeout de 10 secondes, le serveur ne répond pas, restart. Donc pour Kiss, l'acronyme, ça veut dire Keep it simple stupid ou super simple. Et donc l'idée étant de faire ce que je viens de vous expliquer, un petit coucou serveur. Es-tu là? Si oui, réponds-moi. Donc kick me, parce que bon, j'ai pas répondu par rapport au protocole. Mais dans le cas contraire, si le serveur ne me répond pas dans les temps, bon, redémarre. Et ça tourne depuis un an et demi, et ça a déjà restarté 70 fois le serveur. Et je n'entends plus du tout parler de ce petit serveur. Chez Orange, ils ont l'habitude de dire ça, TPCM, mes amis que j'ai côtoyés à Amadeus, donc ils ont ce petit acronyme. C'est, voilà, laisse le legacy comme il est, touche le moins possible. Tac. À ce sujet-là, j'ai une connaissance qui lui est arrivée, la fameuse chose, vous savez, un petit ordinateur sans écran, une tour quoi, qui traîne là, ouais. Au milieu d'un bureau, il n'y a personne, ça fait du bruit. Et donc, étant à Lyon, cette connaissance, un peu la conscience écologique, et dit bon, ça fait 3 semaines que je vois comme ça, je vais le débrancher, le ranger. Et donc, le lendemain, il y a le chef de la TPE qui la convoque. Elle venait de débrancher le serveur de l'entreprise. Donc, depuis ce jour, il y a ce clip art qui est collé sur la tour en disant attention serveur. En me promenant un peu sur la twittosphère, j'ai trouvé ce genre de choses qui est à peu près le même principe, quoi. Autre histoire, le CDN. Donc pareil, en télétravail, le 8 juin de l'année dernière, tranquille, et je vois mon beau-père qui s'énerve. Mince, je n'arrive pas à me connecter à Marmiton, je ne peux pas faire ma recette pour ce midi. Putain, ce PC, c'est vraiment n'importe quoi. Il était à 2 doigts de le balancer contre le mur. Et donc je lui dis, Marmiton, ok, j'essaye sur mon ordi. Ah j'ai la même erreur que toi, une erreur 503. Donc ce n'est pas le problème de l'ordi, il a encore quelques jours ou mois à vivre, garde-le. Et on se rend compte que ce problème, il a touché pas que Marmiton, il a touché d'autres systèmes qui sont le Guardian, le New York Times, il y avait aussi Amazon, Twitch, Reddit, et même le site de la Maison Blanche. Et on était accueillis par vraiment un message tout à fait banal, basique. Donc une jolie 503. Et donc sur Twitter, même les médias, tout doucement ils savent que c'est un problème d'un CDN, c'est Fastly qui ne répond pas. En effet, en allant sur leur site, on a la même erreur, voire même une erreur beaucoup plus détaillée. Et donc, ce qui se passe, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du CDN, c'est que quand vous communiquez avec
l'étranger avec un serveur qui est un peu plus loin, cette entreprise, elle va appeler un CDN qui sont un peu implantés partout dans le monde. Et donc, au lieu de votre requête passer par les canaux transatlantiques, ils vont contacter en France ou en Allemagne, ou je ne sais dans quel pays d'Europe, le cache de cette page. Comme ça sera beaucoup plus rapide pour vous et vous aurez une meilleure utilisation, une expérience utilisateur. Donc ils sont très connus les CDN, il y a Akamai, Cloudflare, il y a Amazon CloudFront et Fastly, ils sont fondés en 2011 et en bourse depuis 2019. Donc ce qui se passe, c'est que normalement le serveur il est up à la fin, mais le CDN qui reçoit la requête, comme il ne répond pas, vos clients reçoivent cette erreur-là. Il y a des projets qui permettent de faire un fallback si le CDN ne répond pas. Néanmoins, j'ai regardé hier, ce plugin-là n'est plus, il est en archive sur GitHub. Donc il faut peut-être envisager un autre système. Un Xcastcd fait un peu la même chose, qui dit que tous vos systèmes, tous vos outils, ils ont un talon d'Achille. Donc il faut penser résilience. En effet, les CDN sont en quelque sorte un SPOF des systèmes distribués, du multisite, du multirégion. Est-ce que tout le monde connaît ce que c'est un SPOF? Vous levez la main et... Oh, d'accord. Un SPOF, c'est Single Point of Failure. Et ça signifie, voilà, un bottleneck où tout le monde va passer par ce même serveur, via ce même service. Et donc, si ce service ne marche pas, l'intégralité de votre infra ne pourra pas fonctionner correctement. De plus, comme vous l'avez vu précédemment, le message n'est pas très explicite sur les sites qui ne marchent pas. Or, Fastly propose d'adapter, de customiser ces messages d'erreur quand ils ont un souci. Quand on va dans le post-mortem, on se rend compte que c'était suite à une demande client le 12 mai, qu'il voulait une configuration spécifique pour son projet. Ils ont mis ça en prod le 8 juin, et c'est ce qui a entraîné ce problème mondial qui a été résolu en 50 minutes. Au niveau des SPOF, on a des problèmes similaires avec les serveurs d'authentification. Par exemple, Google avait eu un souci avec ce serveur d'authentification, et donc YouTube, Gmail, même Google ne fonctionnait pas parce qu'il n'arrivait pas à communiquer avec le serveur d'authentification. Désolé. Donc il faut personnaliser les messages d'erreur, comme ça l'expérience utilisateur sera meilleure. Testez vos demandes clients. En effet, là c'était le 8 mai. On ne sait pas pourquoi en prod l'incident est venu. Peut-être la pré-prod ne l'a pas détecté. Donc avoir ce genre de mécanisme. Après on peut faire du red-black. C'est un peu comme le bleu-vert, le green-blue. Et donc l'idée c'est d'avoir votre V1, votre prod, et votre V2 qui est caché, qui est en mode shadow, et qui va recevoir le trafic de la prod en parallèle, et donc avec des sondes, avec de l'alerting, vous allez pouvoir analyser. Et ce qui permet de tester vraiment votre V2 avec un trafic légitime et avec le trafic de la prod. Votre V2 ne va pas communiquer avec vos clients finaux, néanmoins, il aura il va être bombardé de la même manière que votre vraie prod. Et donc peut-être ça aura pu permettre de voir qu'il y avait un souci. Il faut aussi tester les procédures de Lightning Runbook, donc tous vos KB, pour que votre équipe rapidement puisse rétablir le service. Là, c'était un incident majeur du CDN. Heureusement, en 45 minutes, ils ont corrigé, redéployé, ils ont bien géré. Et une dernière chose, c'est si vous avez une réponse inconnue, il est préférable de s'arrêter proprement ou du moins de catcher cette erreur. Pourquoi? Un autre exemple, c'est avec Uber Eats en Inde. Ils utilisaient un système de paiement
Et donc, l'API de ce système de paiement disait, bah, si vous n'avez pas d'argent sur votre compte, je vous réponds non, avec tel message d'erreur. Mais, ce qui s'est passé, c'est que le partenaire, il a changé ce mécanisme-là, et si la requête est rejouée, si la personne redemande de payer avec son compte, il va dire non, je t'ai déjà répondu, il n'y a pas d'argent. Et ça, dans leur code Uber Eats, ils ne l'avaient pas pris en compte. Et donc, comme ils recevaient un 200 de l'API, bah, ils ont payé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont envoyé quasiment, là, c'est quoi, ouais, 14 000 $ de nourriture gratuite. Donc, quand il y a un changement de votre API à partenaire, traitez, faites un ticket en interne pour essayer de le corriger, mais ne prenez pas de l'asymptote, dites que ça ne fonctionne pas, quoi. Il est préférable. Revenons sur mon legacy. Donc, tranquillement, toujours la même chose. Mon astreinte sonne. Donc là, ce n'est pas le même serveur, c'en est un autre. C'est une application du satellite du Data Lake qui ne répond pas. Donc ça, c'est une image de notre legacy. Donc je reinstalle le service, rien à faire, il reste up 20 minutes et il retombe. Bon, comme c'est une application Java, on va doubler la HIP. Il reste 40 minutes et il crache. Ok. Bon, on va devoir lire les logs parce que c'est pas suffisant. Et je vois beaucoup de zookeepers déconnectés, suspendus, reconnectés. Ah, mauvaise nouvelle. Et de plus, j'ai plusieurs GC logs, ce qui fait penser que la JVM a craché. Donc, je peux faire, comme on l'a vu en université mercredi matin, faire du hyper bon tuning au niveau de la JVM, mais comme on est sur cette infra, ça serait vraiment cramer du gaz pour rien. Donc, je vais commencer à analyser les méandres, à trouver s'il n'y a pas un trésor à travers ces petites grosses briques qui sont tombées. Et donc, je regarde le path, je regarde l'history, voir s'il n'y a pas des scripts qui peuvent m'aider. Et je tombe à ce moment-là. Alors, c'est vrai qu'on est en période de Covid, donc il y a ce message-là. Je vois du code. Bon, la dernière action, ne la faites pas, s'il vous plaît. Mais c'est un peu... Quand on voit du legacy, c'est un peu dommage, quoi. Donc, quand je creuse sur mon outil, on se dit, bah, qu'est-ce qui peut m'aider à résoudre ce problème? Vous vous rappelez l'analogie de la grotte, hein? Essayez de moins toucher de choses. Surtout qu'on est sur une version ancestrale de Java. Le monde Hadoop est toujours sur Java 8. Donc je vous fais pas dire. Au niveau du back-end de cet outil, je me rends compte qu'il y a une RocksDB. Et elle fait 128 Go. Juste pour faire une interface web, je trouve ça plutôt costaud. Et dans le bash history, je me rends compte qu'il y a des scripts propriétaires de cet éditeur qui permet de cleaner le back-end. Donc j'ai dit à mon client, bah, si vous voulez, on peut doubler la HIP, mais ça c'est pas suffisant. La JVM, ça va prendre trop de temps de la tuner. Ce soir, on fait une maintenance, on lance le nettoyage de la RocksDB, et demain, ça devrait être mieux. C'est ce qui s'est passé. L'incident est résolu. Et donc, toujours dans la méthode KISS, on a fait la même chose. Ça tourne 2 fois par semaine. Et depuis, on n'entend plus parler de ce service. Il se nettoie tous les 2 semaines. Donc, c'est pas trop compliqué. Là, c'est par rapport à Dremio. Un joli mot, hein, pour un problème réseau. Pour moi, le CDN fait penser à ceci. Voyons plus en détail. Il y a Slack, l'année dernière, en septembre, qui, donc le post-mortem est super bien écrit parce que, comme vous pouvez le voir, il dit bah, ça a touché 1% de nos clients et ils expliquent le déroulé. Et donc, ce qu'ils recommandent avant de résoudre le problème, c'est de proposer de changer le DNS.
Vous mettez 111, 888, ce que vous voulez. Ça, c'est pas forcément une bonne pratique. Parce que vos clients finaux vont changer de DNS, ils vont plus utiliser celui de leur FAI ou ceux qui manipulent eux-mêmes, et après, ils vont plus jamais le changer. Donc tout le trafic réseau, quand vous faites une résolution de votre nom de domaine, de votre HTTP, www, ça va passer soit chez Cloudflare, soit chez Google, et beaucoup de clients finaux vont plus jamais faire ce changement-là. Il y a eu un problème similaire, c'était chez Facebook, donc toujours dans la même période, où ils ont même pas cherché sur Wikipédia ce que ça signifiait BGP, c'est Border Gateway Protocol. Et donc ce qui s'était passé, c'est que Cloudflare, ils ont détecté comme quoi il y a un changement au niveau de leur protocole BGP. Même Facebook ne le date pas aussitôt. Et donc eux, ils ont des pics parce qu'ils n'arrivent pas à accéder au serveur de Facebook. Facebook, dans le post-mortem, dit que ça a commencé vers 16 h. Et donc, ils ont un mécanisme de protection. Quand les serveurs DNS n'arrivent pas à accéder au data center, ou du moins s'il y a un problème réseau, bah, ils se mettent en mécanisme de protection. Donc c'est ce qui s'était passé. Le problème, c'est que au niveau LDAP, donc au niveau authentification, tous les utilisateurs ne pouvaient plus se connecter sur Instagram, sur WhatsApp et compagnie, mais eux-mêmes, ils ne pouvaient même pas badger pour rentrer dans l'entreprise. En plus, c'était bien plus tôt, c'est le début de la matinée aux US. Et ils avaient même un problème au niveau communication, parce qu'ils utilisent Messenger, et comme Facebook est down, bah, leur outil de communication interne ne pouvait pas fonctionner non plus. La même chose pour la documentation. Donc ils ont dû retrouver des papiers, des experts. Il faut déjà connaître leur numéro de téléphone pour les appeler directement, et pour pouvoir mettre en place cette équipe qui va intervenir. Comme c'est un problème réseau, ils ont dû pénétrer leur propre data center. Ils ont dû même passer à la disqueuse pour accéder vraiment physiquement à leur rack. Et ils ont dû même lever des protections parce qu'ils ont un mécanisme anti-pirate, donc de sécurité qui empêche les actions directes sur les machines. Donc ils ont dû déjouer leur propre mécanisme. C'est pour ça que ça a duré longtemps. Et donc ça a duré vraiment beaucoup de temps. Ils n'ont pas beaucoup communiqué sur la root cause ici. Donc ils expliquent que c'est une protection qu'ils ont chez eux, mais ils n'ont pas expliqué comment cette protection a été déclenchée. Donc malheureusement, je ne peux pas en dire plus. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce problème de Facebook qui est fort intéressant, on a beaucoup de la communauté internationale et surtout française qui a contribué. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur les liens et vous pouvez lire en détail les blog posts. Je ne vais pas pouvoir paraphraser ce qu'ils ont dit, je vous les recommande. Au niveau architecture, ils ont déjà un problème au niveau TTL, donc le temps de cache, ça dure que 5 minutes. Donc ça signifie que quand vous tapez sur Facebook, votre ordinateur n'enregistre que pendant 5 minutes l'IP qui a été répondu. Donc l'incident qu'ils ont eu, en 5 minutes, tout le monde qui a accédé à Facebook ne se rappelait plus qui était Facebook. Et donc déjà, ça a été un peu court. C'est ce que disait Stéphane dans son blog. Les conséquences sont vraiment très importantes, 5% de moins sur leur cours de la bourse. Et même Cloudflare s'est pris un pic. Ils ont multiplié par 30 le nombre de queries sur leur infra. L'autre effet collatéral, c'est ceux qui utilisent l'authentification à travers Facebook, à travers d'un compte Facebook. Donc si vous avez ça sur votre site de vitrine ou sur votre site tout simplement, vos utilisateurs, durant l'incident, ne pouvaient même pas se connecter sur votre site parce qu'ils n'avaient pas à connecter à Facebook. Et donc là, quand je vous ai expliqué, les employés n'arrivaient même pas à badger. Donc une proposition, c'est d'avoir peut-être un exit point, entry point sur l'infra, et donc de bien séparer les separation of concern, comme on dit en anglais, donc de bien séparer vos canaux de communication, éventuellement toutes les applications critiques, les mettre autre part,
pour comme ça, bah, dès qu'il y a un souci réseau sur une des entrées, bah, vous mitigez un peu l'incident. Et donc voilà ce que je peux vous proposer au niveau des conseils. Comme je vous ai expliqué, le TTL est beaucoup trop bas. Pour les produits critiques, donc éviter le SPOF, donc bah, peut-être mettre l'authentification sur un autre service. Avoir des routes de secours. Par exemple, si vous ne pouvez pas accéder sur votre infra, bah, peut-être avoir un autre cloud provider qui permet de rebondir sur votre infra interne. Il y a avoir la documentation, donc de temps en temps faire des extrats de votre documentation, parce que si Confluence ou votre wiki ne marche plus, qui peut travailler dessus? Ne pas mettre la status page sur la même infra, de même pour la messagerie interne. Sinon, bah, vous avez l'incapacité de communiquer avec vos clients et avec vos employés. La séparation des préoccupations, donc vraiment diviser les flux. Donc pourquoi pas avoir du multi-IP, avoir beaucoup de noms de domaine. Et comme je vous disais, pour vos clients qui ne connaissent pas du tout l'informatique, évitez de leur demander de changer leur DNS parce qu'ils ne vont jamais rollbacker cette action. Depuis tout à l'heure, je vous parle un peu de plein d'entreprises, des grandes, mais ça se passe aussi chez les petites. Là, c'était une start-up qui a mis en prod un samedi soir, et le dimanche matin, c'est un peu petit, mais il se connecte sur sa prod, et il n'y a plus du tout de données sur son MongoDB. Il a juste un message, comme quoi, paye-moi en Bitcoin, et je te rends tes données. Et donc, juste un peu avant dans les logs, on voit qu'il y a eu un drop table. Donc l'attaquant a fait un dump, il a droppé et il laisse un petit message au fondateur. Ce qui s'était passé, c'était qu'il était vraiment impatient de mettre en prod sa V2, donc il a fait ça un samedi, et il n'a pas fait gaffe. Ce qu'il a mis en prod, c'était avec la configuration de la dev, et donc il a mis en prod des containers, dont le MongoDB, qui n'avait pas de mot de passe. Parce que sur son ordinateur, il avait configuré ainsi que sa dev n'avait pas de mot de passe. Donc le premier attaquant a vu ce Mongo exposé sur Internet, il s'est connecté, il a fait sa petite tambouille. Donc voilà, faites attention à bien vérifier. Là, il a été un peu trop rapide. Et comme c'est une start-up, bah, ils n'ont pas beaucoup de clients, ce genre d'incident peut être plutôt critique. Parce que bah, vous allez perdre vos premiers clients et ça va faire un bad buzz. On a un truc similaire sur Twitch, où il y a eu beaucoup de gigas qui ont été leakés. Alors c'est peut-être pas la même chose, il y a une enquête en cours, donc je ne peux pas trop en parler. Néanmoins, bah, s'il y a un MongoDB comme ça exposé, s'il y a une partie de votre infra qui a un souci de sécurité, l'attaquant peut éventuellement faire une attaque latérale et venir se promener sur votre infra, parce qu'il est déjà en quelque sorte dedans. Donc on va attendre un peu ce que va donner ce résultat, mais c'est quand même très important. On parle de MongoDB, on peut parler de Kubernetes. Il y a Quentin Anand qui a fait un très bon talk à ce sujet. À Devoxx, on voit plein de technologies, plein de trucs modernes. Néanmoins, sur les premières phases de développement, ces aspects de sécurité sont mis un peu pour après, pour la V1 ou la V2. Donc, ne mettez pas en prod ce genre de techno-hype, ou de moins, regardez bien quelles sont les commandes à faire pour sécuriser votre nouvelle techno, parce que c'est quelque chose qu'on oublie, et si on va trop vite, bah, comme ce petit fondateur, bah, on peut perdre tous ses clients d'un coup. Donc évitez la App Driven Development, la HDD, le CI/CD. Par exemple, là, pour déployer son outil, il aurait pu mettre ça donc avec un Jenkins, un CDS ou je ne sais quoi, quel outil, mais ça serait l'outil qui l'aurait fait. Donc il n'aurait pas commis cette erreur de se tromper dans le fichier de configuration, dans les variables d'environnement. Un point intéressant, on peut faire aussi du DevSecOps, c'est un mot très joli, je l'avoue, mais ce genre de choses où la personne ne met pas de mot de passe pour sa DB, bah vous pouvez le coder sur votre pipeline quand vous faites vos tests unitaires, vos tests d'intégration, bah faire des tests de sécurité et de vérifier que votre prod respecte bien ce genre de critères, demande bien un mot de passe, regardez si admin ne marche pas, et comme ça c'est dans vos tests. Comme ça protège un déploiement s'il y a ce souci de sécu.
et l'isolation comme je l'ai expliqué. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là ou des remarques? Alors, un autre sujet, je vais peut-être passer la partie Zookeeper, mais je trouve qu'elle est intéressante. Donc c'est l'effet de souffle. Donc Zookeeper, c'est un outil qui est assez bien connu, ça a été créé en même temps qu'Hadoop. C'est dans un système de base, comme dans beaucoup de systèmes distribués, Kafka, Apache Pinot. C'est l'ancêtre de Consul etcd, un key value store, et ça a de bons résultats, et ça a beaucoup d'avantages. Donc voilà. Et donc, c'est souvent utilisé dans vos systèmes distribués. Rappelez-vous des SPOF. Là, c'est l'architecture de Elastic Cloud, et ils ont eu un incident. Je vous recommande ce très bon talk qu'a fait Sylvain. Il est très pertinent, il vous explique comment la JVM, comment les GC ont fait tomber leur prod. Donc ça sera un lien pour aujourd'hui. Je ne vais pas pouvoir le détailler, mais voilà. Et il y a la même chose sur Criteo qui montre comment HDFS a des limites. Donc testez les limites de vos outils. En conclusion de ces petites histoires, premièrement, ne blâmez pas vos développeurs ou vos ops d'une erreur. Ne faites pas comme ce que AWS a fait pour notre cher Elliot. Testez en permanence QA, Chaos Monkey. Formez vos équipes. Si le vendredi après-midi, ce n'est pas une après-midi de MEP, bah pourquoi pas faire du test du Chaos Monkey cet après-midi-là. Comme ça, vous formez vos équipes à rétablir rapidement votre prod. Testez vos backups, savoir s'ils sont corrompus ou pas. Et s'il vous plaît, ne mettez pas des drives. Par exemple, le Covid, ils avaient backupé ça sur un Google Drive. Le CI/CD, et éventuellement commencer à faire du DevSecOps pour des tests très basiques de sécurité. Et dès que vous avez un incident, implémentez, monitorez ces métriques importantes que vous avez pu extraire durant l'incident. Je vous parlais du vendredi après-midi. Le vendredi après-midi, vous pouvez faire ce genre de test, tourner la roue du malheur, et donc de dire, bah voilà, on a une erreur 500, comment votre équipe résout ça sur votre prod? Au niveau de... Pour aller plus loin, il y a un GitHub qui liste tous les post-mortem. Et là, c'est l'ensemble des post-mortem que je viens de vous décrire, sauf celui de Criteo et de Elasticsearch. Si vous voulez un peu plus loin sur ce qu'est un SRE ou un Ops, il y a Denis de chez Deezer qui a fait un très bon talk. Si vous voulez nous rejoindre et expérimenter des erreurs, des incidents, voici. Et je suis vraiment content de vous avoir vous aujourd'hui. Et n'hésitez pas à donner ce que vous pensez par rapport à ce talk. Et les slides sont dans les commentaires. Merci. Y a-t-il des questions? Et si vous avez des astuces aussi, n'hésitez pas à les partager. Hein. Bah, merci.